Ouais, allez hop. Entre le Shamrock III, le plus vieux Terre-Neuve français, son capitaine Jean Rocher, 40 ans de carrière, auteur d'un livre, Le Grand Métier, et le terrien que je suis, ce fut le coup de foudre. Venez en campagne avec nous, a proposé Jean. Voilà comment, un matin de mai, par un temps de bonne sœur, comme on dit à Fécamp, nous avons embarqué avec les 47 hommes d'équipage, mis le cap sur l'Atlantique Nord et les bancs de morues. On avait sérieusement arrosé le départ. Dame, 4 mois en mer, loin des femmes et des enfants, loin du pays, il faut s'y préparer. Ce n'est pas tellement qu'on a le cœur serré. Au fond, on ne déteste pas partir, mais on aime aussi revenir et la campagne d'été, même si elle est incomparablement plus douce que celle d'hiver, n'en est pas moins longue. Alors, le premier jour de navigation, c'était le calme plat sur l'eau et à bord. On soignait les gueules de bois, on se refaisait une santé. Ah ouais, salut. Il n'y avait guère que les chiffons gras, entendez par là les mécaniciens qui étaient au travail. Le Shadburn avait annoncé en avant toute, et les 1500 chevaux nous emmenaient à l'allure de 12 nœuds, le long des côtes françaises, en remontant la Manche vers les lieux de pêche. Il nous fallait 3 jours pour arriver, et durant les heures qui suivirent le départ, j'ai bien failli me croire parti pour une croisière, n'eût été l'exiguïté et la simplicité des lieux. En fait, c'était le seul moment des 4 mois passés à bord où les hommes jouissaient d'un vrai repos. Après, il y aurait 16 heures de travail quotidien, par roulement de 3 bordées, on pêcherait jour et nuit, il n'y aurait ni dimanche ni fête. On peut le 40 mots comme la pièce. Carré et puis de dernier en gauche. Comme une répétition, comme un spectacle qui se met en place, nous nous préparons à la pêche. La scène, c'est le pont. C'est là que tout va se passer, que tout ou presque va se jouer. C'est là que se découvriront les bonnes et les mauvaises surprises. C'est là que par tous les temps, sous la pluie et la neige, parfois au soleil, la pièce se jouera, quoi qu'il arrive. Alors, pendant 3 jours, on va préparer ce lieu,
le garnir de tous les accessoires nécessaires. On renvoie le coude et sans nous le balancer sur la gueule. De même qu'il est le seul en France à pratiquer la pêche par le travers, de même le Shamrock est le dernier à faire de la pêche salée en totalité. Voilà pourquoi la cale est aussi un lieu important sur le bateau. Voilà pourquoi nous sommes partis avec 260 tonnes de sel. Tout est prêt pour recevoir le poisson. 52 kilos, 52. 1m72, 52 kilos. Le ciré jaune, c'est le costume de rigueur. Quand nous attaquerons vraiment la pêche, que nous passerons le cercle polaire, nous ne verrons plus que lui. Il protège à la fois de l'humidité, du froid, de la graisse et des saletés qu'entraîne le travail du poisson. Pour l'heure, il s'agit pendant ces 3 jours de voyage de préparer, de répéter pour les retrouver les gestes habituels. Et quand commencera la représentation de la pêche, on découvrira à quel point chacun dans cette apparente pagaille a un rôle précis et important. Je ne sais pas si c'est la position du Zélande ou s'il a donné une position d'un Russe, mais possible qu'on aille aussi jusqu'au Spitzberg, comme ça, comme on faisait dans le temps, quoi. Quand on banquait dans les grands fonds. Là, on remonte Cap au Nordais, on longe la côte, puisque vous savez que après 65 nord, la côte de Norvège n'est plus nord-sud, mais nord-est sur Roi. On suit la côte à l'extérieur, forcément, des eaux territoriales. On voit les îles Lofoten par le travers tribord, là, par le Vlot. Hein, et on va certainement mettre en pêche dans peu de temps, car je sais, on a eu des nouvelles en Phonie, nos collègues ne sont pas loin, mais eux non plus n'ont pas trouvé la fortune et étaient également en recherche pendant les heures qui précèdent. Bon après-midi tout le monde, le petit Cham fait toujours route Nordais. J'espère que tout se passe bien à vos bords respectifs, que vous avez la forme et puis que vous nous avez découvert la piole. Je vous écoute. Il n'y a rien du tout, les Anglais ont été les jours derniers, le Zélande et le Jutland aussi. Ils n'ont rien trouvé, ils sont revenus du côté de la banane et je crois que là ils font. C'est pour la richesse, apparemment, d'après la détection. On doit être sur le bord, même on a 160 mètres là. Oui, oui. On va filer Cap au nord et puis on va bien voir. Oui, on va traverser tout le banc du nord au sud. Oui. Oh, on va sûrement pas pêcher par là. Mais ça vaut le coup d'essayer. Oui. Oui, là, c'est du collant. Bon, allez, triboire toutes. Les bourrelets qui sont derrière, là, les bourrelets en chaîne, là, c'est des vieux, ça? Pas pour un con, dis oh. 16 heures,
Vannes-sur-Roi, mer agitée, température 2 degrés. Premier chalut. La manœuvre est encore lente. Entre la campagne d'hiver et celle d'été, la nôtre, un mois s'est écoulé. Ce premier chalut, c'est pour l'entraînement, pour la remise en forme, pour la reprise de l'instrument et du geste. Même s'il y a peu de poissons, on s'y met. Plus tard, plus au nord, il faudra que les habitudes, la mécanique, aient repris le rythme, car une erreur, une maladresse ont rarement des conséquences bénignes pendant la pêche. Revire-le un peu qu'il puisse amarrer son parpaillot. Vire un peu le bras. Tellement bien amarré, la bouche de langue, elle est partie. Il y a 3 tours. Regarde la bouche de langue. Et 2. Ce petit panier que l'on hisse au mât signale aux autres bateaux le début de la pêche et manifeste l'espoir que Sa Majesté la Morue, comme dit Jean Rocher, est au rendez-vous. Ah, t'as camion 350, là, Loulou. 350. T'as camion 3 au nord. Nord. On a toujours l'habitude de dire que sur un navire, le seul maître après Dieu, c'est le capitaine. Dans la pêche, c'est absolument faux. Hein. Le capitaine, lui, obéit à la morue, et Sa Majesté la Morue, hein, on peut dire que c'est vraiment une monarchie absolue. Elle décide toute seule. Hein. Quand elle a envie de se présenter, elle est là. Hein, on essaye, nous, d'être à la réception. Hein, mais quand elle a envie de nous fuir, hein, ben, vraiment, on se demande des journées entières si on va la trouver quelque part. Alors, quand la morue est à bord, là, on se venge. Temps mort. Nous attendons la remontée du chalut avec anxiété. Un premier chalut plein, c'est toujours mieux. On sait bien que les autres déjà sur place n'ont pas trouvé grand-chose, mais enfin on espère. Le temps de griller une cigarette, boire un café, on reste quand même sur le pont pour le voir remonter. Nous savons très vite que nous allons être déçus. Quand le chalut est plein, sa poche émerge à 20 ou 30 mètres du bateau. On l'aperçoit pensu, ventru, agité du tressaillement des poissons et salué par le concert des mouettes. Or, cette fois, le chalut a émergé honteusement, tout contre la coque. En le hissant à bord, nous mesurons notre malchance. Dans cette palanquée, il n'y a presque rien. Et dans ce presque rien, très peu de morues. En remontant le filet, les hommes font leur compte. Avec l'intéressement à la pêche, un matelot simple peut gagner entre 4 000 et 4 500 francs par mois. Encore faut-il que les palanquées soient bonnes, 4 tonnes chacune, qui donnent 1,5 tonne de poissons salés. Ce soir, nous sommes loin du compte. On s'attendait à ce que la pêche ne soit pas bonne, on s'attendait cependant pas à ce qu'elle soit si nulle actuellement. Je crois que cette partie du métier est très usante aussi pour le moral. Car en réalité, les hommes sont venus pour travailler. Hein. Ils savent bien qu'à partir du moment où on a quitté la France,
c'est pour travailler, et c'est surtout pour travailler du poisson, car étant intéressé à la part de pêche, plus on met de poisson dans la cale, plus il risque de gagner, et plus on risque de rentrer vite, car le chameau, qui est un chalutier ne pouvant porter que 700 tonnes au maximum, si on pouvait le charger en 3 mois, ben pour nous, ce sera l'idéal, pas de problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Oui, bon, on va saquer un peu avant. Vous pourrez prévenir les gars qu'on va filer dans 10 minutes. Hein. Tire sur le porte-maillot en dedans là, parce que... Hein? Ah, ça va y être là. Gueule de corsaire par les rudes des Bretons et des Normands. Ce n'est pas la pêche en dentelle à bord du Chameau de Troyes. Au début, on est un peu surpris, la rudesse, parfois la brutalité, et puis le pittoresque. Ce mélange de réserve et de spontanéité vous séduisent. Après tout, ces hommes appartiennent à l'aristocratie de la pêche. Le grand métier, comme on appelle la pêche à la morue, a ses lettres de noblesse, durement gagnées depuis des siècles. Alors on se dit que peut-être ce sont les derniers aventuriers. S'ils le sont, ils l'ignorent. Les raisons qui les poussent à faire ce métier sont simples, quotidiennes et réalistes. Vous faites ce métier depuis combien de temps, Yves? Moi, ça fait la 13e année. Je commence en 66, mais j'ai été à l'école après. J'ai fait 3 ans de navigation, puis après j'ai été à l'école à La Rochelle. J'ai fait 9 mois, 68 jusqu'à début 69. Quoi. Et une école de marine? Un EAM, école des apprentis marins. Quoi. Puis je suis lié à ce métier parce que j'avais un cousin qui naviguait. Je le voyais arriver avec des sous, il s'achetait des mobilettes pour moi. Moi aussi, ça me plairait bien. Puis après, j'ai été travailler à terre chez un maraîcher où je n'ai pas tenu. Ma mère m'a dit, allez hop, tu vas faire comme ton cousin, tu vas aller à la mer. Depuis, j'y suis resté, puis le métier me plaît. Depuis que je suis sorti de l'école en 2 ans, ben, j'ai appris ce que je connais, et puis j'ai réussi à passer chef quand même. C'est un métier, bon, ben, j'ai commencé parce que de père en fils, on navigue tous. C'est un métier de famille, on est tous marins. Et puis, bon, c'est un métier qui m'a plu, disons, bon, ben, on gagne notre vie honnêtement, puis, enfin honnêtement, oui, on gagne notre vie honnêtement, et largement, c'est pas le mot, mais enfin, on gagne notre vie. Et puis travailler à terre, on n'a pas du tout le même train de vie qu'un terrien. On mène un peu plus, la vie est un peu plus grande pour nous, enfin, qu'un terrien. Si je travaillais à terre, moi, je sais que j'aurais du mal à y arriver. Et vous, Bernard? Alors moi, j'ai débuté en 59 sur le vieux Viking. Puis depuis, ben, j'ai toujours été attiré par la mer. Puis c'est un métier qui m'a plu, je suis resté. Et vous étiez d'une famille de marins? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'avais un oncle, mais lui, il était dans la marine nationale. Sinon, je ne suis pas de famille de marins, pas du tout. Je ne suis même pas né au bord de la mer, vous voyez.
Avez-vous déjà vidé du poisson sur le pont d'un bateau, en plein vent, par 1 ou 2 degrés de température? J'avoue que je n'ai pas essayé. Quand la pêche est bonne, le pont se transforme en boucherie. Piqueurs, décolleurs, trancheurs, énocteurs, laveurs, tous font tout à la fois ou presque et à toute vitesse. L'été, ou plutôt le printemps, ils disent qu'il fait doux, alors que le froid, me semblait-il, devait leur paralyser les doigts. Il paraît alors incroyable qu'ils pratiquent ce métier de la même façon, dans les mêmes conditions, l'hiver sur les bancs de Terre-Neuve. Ils précisent même qu'il faut faire vite, très vite. Le poisson gèle plus vite que vous quand il fait moins 15 ou moins 20 sur le pont. Puis, quand la palanquée a été traitée et envoyée dans la cale à sel, chacun se prépare langues et joues de morue. Elles sont salées à part, c'est leur bénéfice personnel. Avantage bien maigre aux yeux de certains, pour qui les conditions sont trop inhumaines et qui renoncent à faire carrière dans ce métier. Est-ce qu'il y a des hommes qui abandonnent assez vite ce métier après l'avoir commencé? Ah oui, surtout au début. Hein. Au début de leur navigation, oui, beaucoup. Hein. Beaucoup de gens, oui, beaucoup abandonnent dans les 2 premières années. Pourquoi? Trop dur? Trop dur, oui. Beaucoup trop dur. Celui qui arrive à tenir 2 ans, il continue. Il continue dans ce métier, ouais, je pense. Mais on dit assez facilement que les marins de la grande pêche sont mariés avec la grande pêche. C'est vrai? Oui, c'est un fait, parce que généralement, on a vu beaucoup de cas se produire des gens qui ont fait la grande pêche, qui ont essayé de se recycler, comme on dit, à terre. Et ils ont travaillé pendant 1 an et ils sont revenus à la grande pêche. Mais qu'est-ce qu'ils trouvent dans la grande pêche à votre avis? Contrairement à ce qu'on croit, je crois une espèce de liberté. On a un peu plus de liberté, et disons que c'est pas comme dans une usine à terre. Bon, ben là, si on va aller prendre un coup de café, on va boire notre coup de café s'il fait froid. Bon, mettant les caters dans une usine, bon, si on va aller boire un coup de café, le patron va se ramener derrière nous, le contre-maître va nous dire qu'est-ce que tu fous là? Tandis qu'ici, bon, on peut aller prendre notre coup de café sans se faire engueuler, enfin. La nuit dernière, nous avons passé le cercle polaire. Toute la journée, une lumière grise, voilée par instants de bourrasques de neige, a traîné autour du navire. Puis, vers le soir, le temps s'est levé. Quelle heure est-il? Je ne sais pas. Le crépuscule n'en finit plus. C'est tout simplement le soleil de minuit. Pardon. 6 000 litres de vin, 2000 de cidre, 5 tonnes de pommes de terre, 250 litres d'eau de vie et de rhum, 50 kg de saindoux, 150 kg de café, 1250 boîtes de lait, 5 tonnes de viande, 3000 boîtes de conserve, 150 kg de légumes secs, 1 tonne de légumes frais, etc., etc. Ces quantités gargantuesques n'étonnent personne à bord. Nous faisons 4 vrais excellents repas,
Et entre-temps, si le couscous, la choucroute ou le cassoulet ne vous a pas vraiment calé, il y a toujours à la cuisine du café chaud et de quoi se faire un casse-croûte. Il n'y aura sûrement jamais de mutinerie à bord du Shamrock pour des raisons alimentaires, ni pour aucune autre raison d'ailleurs. L'ambiance est bonne, chaleureuse, sans heurte ou si peu. Et le citadin que je suis s'étonne qu'en ce huis clos de 4 mois, où le seul isolement possible se trouve dans les cabinets, il n'y ait que très rarement des bagarres. En 24 jours, je n'ai rien vu, rien entendu. On m'a bien raconté, mais il s'agissait d'autres chalutiers et d'autres campagnes. Alors... Quand vous partez 3-4 mois comme ça, est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où les types se supportent plus, où il commence à y avoir des problèmes? Ben, je pense pas, parce que le travail est quand même assez intensif, hein, malgré qu'en ce moment, vous en remarquez, on pêche pas grand-chose, quoi. Ça, enfin, le travail est quand même assez dur, assez intensif, et les gars n'ont pas le temps d'avoir des rancunes personnelles. Et quand je crois que le travail est très dur, quand le travail est dur, je crois qu'il y a une espèce d'osmose qui se crée entre les gars, et qu'il n'y a pas tellement de chicane. Ça arrive quelquefois, mais c'est très très rare. Bois et sel. La combinaison des deux développe une ambiance ouatée, confinée, plus calme qu'ailleurs. Il fait tiède dans la cale et légèrement humide. Il y règne une odeur douceâtre de saumure. C'est en somme le ventre du bateau, et là soudain il vous vient une envie de vous blottir et de ne plus bouger. Encore une idée de terrien. Les saleurs travaillent comme les autres, 16 heures par jour. Et s'ils ne souffrent pas du froid, ils ont en revanche une redoutable responsabilité. Une erreur dans le dosage de sel ou dans l'alignement du poisson, et la cargaison est mal conservée, donc invendable. C'est alors l'équipage dans son ensemble qui est frustré et la campagne ratée. Mais pour ceux qui ignorent tout cela, la cale à sel, c'est le havre de paix où l'on oublie que là-haut, sur le pont, c'est parfois l'enfer. Moins de nos jours peut-être, autrefois certainement. Jean Rocher ne l'a pas oublié. Au début de l'ère des chalutiers, on ne travaillait pas à la bordée. Hein, on travaillait ce qu'on appelait tout le monde sur le pont. Et à ce moment-là, le temps qu'il y avait du poisson, les gars, ils travaillaient 20 heures par jour. On leur accordait timidement 4 heures de repos, disant 4 heures c'est bon, on va avoir le temps de se reposer. Quand le bateau sortait de terre pour charbonner, les gars faisaient quelquefois 48, 72 heures sans décoller du pont. De plus, dans des conditions de température et de climat très durs. Et puis l'esprit des gens a terriblement changé aussi. Les mousses, qui ont souvent été les martyrs sur les bateaux, maintenant on peut pas dire. D'abord il n'y a plus de mousses puisque la scolarité était poussée plus loin. Quand ils embarquent, ce sont des jeunes gens, ce ne sont plus des gosses. Ils débutent plus à 12 ans comme avant, ou à 14 comme moi j'ai débuté. Alors tout ça, ça s'est humanisé. Mais il reste dans le souvenir des anciens, dont je fais partie, une époque où vraiment c'était les galères, quoi. Les matelots, ils n'avaient pas le droit de venir vers le carré, ni à côté de la cuisine, ils n'avaient pas le droit de rentrer. Maintenant, ils rentrent dans le carré, ils rentrent partout, ils sont aussi bien dans la tour du chef-commandeur. Avant, ils n'avaient pas le droit, c'était interdit. Ça aurait été un scandale si le chef-commandeur nous aurait trouvé là-dedans. Maintenant, bon, ben, tout le monde est libre, tout le monde rentre là. Bon, c'est l'amitié, ici, c'est la vie de famille presque. Avec le second, tout ça, là, tout le monde. Mais il y a eu une époque où c'était pas comme ça. Oh, il y a eu une époque, les capitaines, avec les mousses et tout ça, c'était les chiens du bord. Les
les chiens du bois, tu vas me faire ceci, si tu n'étais pas content, tu recevais une claque sur la figure, c'était tout, hein. Tu n'avais pas le droit de répondre. Maintenant tout le monde répond, tout le monde dit son opinion à peu près, quoi. Non, bon, ben d'accord. La vie des hommes ne comptait pas. Ah, la vie des hommes ne comptait pas. Il y a des capitaines qui se sont permis de dire comme ça, moi je préfère virer 2 pales de poisson et perdre un homme ça se remplace, tandis que le poisson on n'en pêchera peut-être plus. Avant d'être capitaine, il faut être matelot. Porter la blouse de laine, le béret de son bateau, grimper au mât de misaine, souquer dur et boire un pot, dit une vieille chanson. Et avant d'être matelot, il faut être mousse, comme Denis qui a 16 ans et fait sa première campagne. Tu étais déjà parti aussi longtemps que chez toi? Non, jamais. Jamais parti aussi longtemps. Et ça te fait pas peur de partir si loin et aussi longtemps? Bon, bah, au début que je suis parti, j'avais un peu peur, mais maintenant ça commence à aller. Qu'est-ce qui te paraît le plus dur pendant 4 mois de vivre comme ça sur un bateau? Bah, c'est le travail qu'on fait. On travaille 12 heures, puis on sort presque 6 heures, donc ça me semble dur. On est un peu fatigué. Et tu aurais pu faire de la pêche fraîche? Tu serais parti moins longtemps? Oh non, la pêche fraîche, je l'ai fait pendant 3 nuits avec un gars. Ça me plaisait pas. Pourquoi? D'abord, il pêchait pas. Je sais pas, c'était pas pareil. Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Il n'y avait pas beaucoup de place non plus sur le bateau, puis on n'était que 3 déjà. Donc c'était pas pareil. Ça m'aurait pas plu de faire la pêche fraîche. L'aventure avec un grand A, c'est peut-être ce qui décide certains gosses à aller à l'école d'apprentissage maritime en disant je vais naviguer, je vais voir du pays. C'est vraiment du règne de l'utopie parce que quelquefois j'ai connu des chalutiers qui avaient fait le voyage à la brume, ils n'avaient rien vu. Ils n'avaient rien vu d'autre que le bateau et encore ils ne voyaient pas dans toutes ses dimensions. Certes, au premier voyage de l'année, on peut voir de la banquise, on peut voir aussi des icebergs, des soleils de minuit, mais enfin le soleil de minuit on s'en lasse vite. Alors là, beaucoup sont déçus, reviennent. Là se termine l'aventure. Viens, bloc! Amène doucement! Amène doucement! Amène, tout doucement! Amène! Et calme! L'aventure la voici dans la neige et le brouillard qui n'arrêtent en rien l'activité du bateau. Les voyages lointains, les dangers dont on triomphe glorieusement, les rêves et les conquêtes de l'impossible, les voici dans le froid humide. Ces embruns qui vous coupent le souffle, ces doigts gourds, cette fatigue qui vous abrutit et le grand chahut du filet qui monte et redescend, va et vient, jusqu'à ce que le banc de poissons soit épuisé. Alors, on réalise que dans cette aventure quotidienne, on est bien plus esclave que conquérant. Il est nœuds dans le bout, je sais pas qu'il va les faire. Ça se prendre pour la gueule, ce bout du bord de la merde. Prochain coup, quand tu t'es qu'un trompe-doigt, tu t'arrangeras. Treuil, câble, couteau, hachoir, autant d'instruments qu'il manie mécaniquement à toute vitesse. Alors la fatigue, la simple maladresse aidant, chaque voyage apporte sa rançon d'accidents et de blessures plus ou moins graves. À bord, le médecin, c'est le capitaine. Je crois que j'ai un pas trop mauvais diagnostic. Alors, d'une façon générale, quand j'ai fait route à terre pour débarquer un gars, c'est que je me rendais compte que c'était sérieux, et c'était vraiment sérieux. Et quand je le gardais à bord, en disant je peux le soigner moi-même, j'ai toujours réussi à l'en tirer. Or, disons que c'est pas trop mal. Détails de la vie quotidienne. Il fait beau, la mer est calme, un temps d'été, on a presque chaud, 5 ou 6 degrés au-dessus de zéro. On vient de tirer un trait de 3 heures. Soudain, le treuil se bloque. Quelque part, le filet accroche. Impossible de le remonter. Tous les hommes sur le pont, le capitaine en tête,
et tous qui jurent et pestent contre la déveine et ce foutu métier. Il faut reconnaître que quand on est très fatigué, on considère que ce qu'on est en train de faire est vraiment le dernier des métiers. Comme ils disent, ils le vouent au diable, jurant qu'ils ne repartiront pas, qu'ils préféreront rentrer dans la douane, faire n'importe quoi plutôt que de repartir. Mais quand on est très fatigué, on n'a pas toujours la lucidité pour reconnaître que d'une part, on serait pratiquement incapable d'en faire un autre, parce qu'on l'aime bien, ce foutu métier, comme on dit. Car si on faisait ce métier-là contre cœur, c'est pas la peine d'insister. Il faut que ce soit un métier qui entre dans ces corps-là, vraiment. Celui qui a toujours été marin, ça lui semble lourd de rester à terre. Hein. C'est vrai. Hein. Puis quoi faire un marin à terre? Il s'ennuie. Enfin, il s'ennuie pas, c'est pas le mot, mais où aller travailler? Frapper à la porte d'une usine. Ben, qu'est-ce que vous faisiez avant? Ben, j'étais marin à Terre-Neuve. Ben, monsieur, on n'a pas besoin de vous. On n'a pas besoin de marins dans notre usine. Ben, on demande des ouvriers qualifiés ou autre chose. Des marins, que voulez-vous qu'on en fasse? C'est vrai. Là, c'est le voyage d'été, disons qu'on le considère un peu comme le voyage de plaisance. Cependant, on est très nord en latitude, à côté des latitudes qu'on fréquente au printemps, mais la température est très différente, très clémente. Même quand on dit là, il ne fait pas très chaud, il fait 2, 3, 5 degrés, 0 quelquefois. Hein. Mais alors, le voyage de printemps est terrible et il se passe des choses qu'on n'imaginerait pas. Image de mort. Alourdis par la glace, des chalutiers ont coulé l'hiver à Terre-Neuve. Image de souffrance. Quand sur le pont, les hommes taillent le poisson, ils ne sentent pas leurs blessures avant de voir couler leur sang. Image inhumaine, ce métier ainsi pratiqué disparaît, mais n'est-il pas condamné par sa propre cruauté? On était des martyrs. Hein. On soignait du nez tellement qu'il était frais. D'abord, le capitaine nous donnait le café tous les 2 heures, tellement qu'il faisait frais. Pourquoi vous avez choisi ce métier, Roland? Pourquoi j'ai choisi le métier? Oui. On me dit ça parce que on a des andouilles, quoi. Hein? Il faut mettre ça la quilaille, quoi. J'ai choisi le métier parce que tout le monde dans ma famille, tout le monde est marin. Tout le monde est marin. Mais j'ai vu le premier voyage, que je vous parle en 48, hein, que j'ai pleuré dans ma cabane, jamais que je foutrais le pied dans un bateau. Hein. Et puis là, elle sent le champ, hein, et je vous garantis que vous ne pourrez pas s'en passer. Et vous avez continué? J'ai toujours continué. Vous êtes attaché à ce bateau? Oui, parce que, je vous dis, c'est un petit bateau, oui. Le plus petit de Bonne-Terre-Neuve. C'est le plus petit de Bonne-Terre-Neuve, ça. Avant, on était 35 bateaux, avec 36 chalutiers, hein, à 60 bonhommes. Et puis du moment, il n'y a plus que celui-là, et puis on ne sait pas si le dauphin va partir. Mais en tous les cas, ce style-là, j'ai toujours gagné ma côte. Enfin, c'est déjà une belle chose, ça. Hein? Gagner sa croûte. Est-ce encore possible aujourd'hui? Sûrement, mais plus comme les marins du Shamrock. Armement et bateaux ont changé. Je peux jurer que Yves Bigot n'est vraiment pas un passéiste, et pourtant, cette évolution l'inquiète. Tant que les armements étaient des armements de famille, comme ici, cet armement ici, ça allait encore à peu près, ça marchait encore bien. Bon, même que le bénéfice n'était pas tellement important, du moment qu'ils arrivaient à être, comme on dit, ricarac, même en dépassant un petit peu le pourcentage, qu'ils faisaient un pourcentage de 4-10%, ils faisaient naviguer leurs bateaux, quoi. Ils reformaient des équipages. Actuellement, il y a beaucoup d'armements qui sont aux mains des banques. Voilà.
Alors quand les banques n'arrivent pas à un certain pourcentage, bon, il faut vendre un bateau, il faut en vendre un autre. Voilà ce qui se passe. Nous pêchons à 80 milles des côtes norvégiennes. Eau territoriale, mais pêche autorisée et surveillée. Ces cosmonautes sont les gardes-côtes norvégiens. Ils peuvent nous accoster à toute heure du jour et de la nuit, revenir plusieurs fois s'ils veulent. Courtois, rigoureux, ils inspectent la cargaison et les filets pour être sûrs que le tonnage et les mailles respectent les règlements. Ils ne plaisantent pas, on les a déjà vus confisquer des cargaisons et taxer les contrevenants de lourdes amendes. Zie je wat verder weg. Seks wat verder weg. Are you facing or are you sourcing? Yes. On peut passer par là, c'est facile. Allez, voilà. Au revoir. Question classique. 4 mois sans femme, comment font les hommes? Il faut être honnête, répondent la majorité. Après 16 heures de travail quotidien, on n'y pense pas vraiment. Alors rien? Pas d'homosexualité? Apparemment, elle est très mal vue, volontiers moquée, finalement ignorée. Restent les petites femmes nues dans les magazines, les rêves et l'alcool. Est-ce qu'ils boivent parce qu'ils travaillent beaucoup, hein, ou est-ce qu'ils acceptent de travailler beaucoup parce qu'ils boivent et qu'ils ne pourraient pas se permettre de mener cette même vie à terre? Ça c'est peut-être un problème qu'on doit poser, parce que vous savez, il y a des gars qui sont mariés avec des femmes qui sont de véritables adjudants en Corse, ils n'ont absolument pas le droit de boire un coup quand ils sont à terre. Même avec le litre de vin journalier, ils se trouvent heureux d'être à bord, et ma foi, ils disent, on a toujours ça. Eux, ils arrivent chez eux, bon, ils sont supprimés, ils ont les femmes qui les servent vachement. Et ils ont peur de leurs femmes, donc chez eux, bon, ils sont privés. Alors ils naviguent et à bord, bon, ils se rattrapent, ils boivent sans raison, sans soif, c'est des bois sans soif. Parce que chez eux, ils sont supprimés par leurs bonnes femmes, ils ont peur, c'est tout juste qu'ils se mettent pas à genoux devant eux, devant leurs femmes pour avoir un verre de rouge, comme on dit. Et puis, Parce qu'on en revient au problème de liberté, il y en a qui préfèrent partir, comme ça ils sont libres, ils sont plus libres à bord que chez eux. Chez eux, bon, ils n'ont pas le droit de ramener leur science, pour ainsi dire. Puis quand ils sont à bord, ben là, ils se défoulent, ils prennent leur petit coup, puis une fois qu'ils sont comme les bonnes pompes, quand ils sont amorcés, ben, ils peuvent plus les amorcer. On va virer. Ok. Et on va le filer. D'accord. Les gars, Il va pas traîner longtemps. non. Allez, allons, des jeunes. Bon Dieu, merde, alors. Les jeunes, allez. Allez, pour vous. Oh. Allez, la cocotte dessus. Allez, bichou. Allons, les retardataires. Oh, merde. Tout ça passe, tout ça est en vrai dedans. Allez. Il y a des pressions stationnaires, j'ai l'impression qu'elle bouge. Moi, elle vient vers là, elle est rendue par 14, et hier elle était par 6. 14S, mais hier elle était par 6. Voilà.
12, mettez place sur le nord, là, hein. C'est bien sûr 12, il faut que ça repose. Bon. Non, pareil. Allez. Qui mord tout. Bon. Arrête là. Oh Eh bon sang, faut dire que c'est le voyage d'été, tiens. On va embarquer les talons qui cassent sur le bazar. On va mettre à la cape. Entre parenthèses, l'autre coup, il a monté, mais ce coup-là, Il y a piège dedans, oui. bon, il y a peut-être. Hein? Il y a de la mer. Oh, dis donc, la vache. Nom de Dieu. Oh! Attention, accroche-toi le genou. Regardez doucement! Êtes-vous paré là derrière? Marcel? Vous paré? Eh, comment? Yves? Les chefs. Il y a un maillot dans votre camp, au coin du machin. L'hiver pour de l'ordre de saison. Encore une bonne nuit en perspective. Je me vois déjà balloter d'un côté à l'autre de ma couchette, glissant de haut en bas, de bas en haut, essayant de me caler sans y parvenir. Arc-bouté sur la planche anti-roulis, je suivrai tous les mouvements du Shamrock et ne serai pas bercé, mais secoué sans ménagement. Mieux vaut aller dans la timonerie avec les hommes de quart. Le 27 novembre, à la sortie du détroit de Belle-Île, tout en étant à la cape, mais dans une véritable furie, je ne sais pas combien il pouvait vanter, moi, des vents de 80 à 100 nœuds, avec une mer démontée. On a pris un mauvais pion, ce qu'on appelle un mauvais paquet de mer, qui a complètement balayé le gaillard, manche à air aplati, parc à sphère défoncé, le doris enlevé, tous les cailloux qu'on avait pêchés, qui étaient sur l'avant, parce que l'eau est tombée comme un véritable torrent sur le pont. Les cailloux se sont trouvés coincés dans le chemin de fer du Treuil, le balcon enfoncé, la baleinière de tribord enlevée. Oui, le paquet de mer, d'abord ça a claqué comme un coup de canon. Et alors toujours le côté rigolo de l'affaire, étant donné qu'on avait deux carreaux du carré cassés, il y avait le chat qui dormait sur la banquette du carré, la pauvre bête. Quand on est arrivé, il a atterri dans les bras du premier qui est rentré dans le carré. On avait l'impression qu'il serrait par le cou en lui disant « fais quelque chose pour moi ». Nous sommes à la cape, navire face à la vague, machine réduite, chalut remonté, les hommes dans les postes. Rien d'autre à faire qu'écouter le bateau gronder, râler, geindre et craquer comme un être vivant roué de coups. Vent de force 8,
creux de 9 mètres, chacun est attentif à l'écoute. Tenir, tenir dans ce terrifiant fracas. Il vous vient par instant l'idée de la fragilité du bateau, de son poids dérisoire au regard de la force des vagues. Que des fois, on a peur ou alors on est inconscient. Ceux qui n'ont jamais eu peur dans un métier comme ça, c'est parce qu'ils sont inconscients. On fait évidemment en sorte que ce soit le bateau qui reste le patron, qui reste le vainqueur, mais quelquefois, je vous prie de croire qu'on n'est pas à l'aise. Hein. Seulement, hein. Il y a une mauvaise météo. Très mauvaise météo, parce que la dépression qui se déplaçait sud en se comblant remonte nord en se creusant, en s'intensifiant, bref. Autrement dit, elle est en train de nous jouer une entourloupette. Exactement. J'ai peur de Arrête sur le hannu. Toi, tu risques pas d'aggraver ton cas, Jean-Claude. Il y en a beaucoup qui se disent, comme ça on peut les entre les deux, quoi. Mais ceux qui manquent, et c'est terrible quand il n'y a pas de pêche comme ça, c'est qu'on mange même plus de poisson, c'est plus on est à bord d'un bateau, on mange plus de poisson, vous l'avez remarqué? Oui, ça c'est exact. Il va quand même falloir qu'on en bouffe ce soir, hein. Ça c'est exactement les Ah ben, suffisamment sur le pont quand même. La pêche n'est pas excellente, loin de là. Et voilà que ce matin, le chalut déballe une espèce d'éponge, moitié végétale, moitié minérale, pesant très lourd. Leur surface, comme de la toile émerie, griffe les mains des hommes qui les manipulent. Ils appellent cela les pains d'épices. Mais l'absence de morue est-elle malchance pure ou épuisement des bancs de poissons? À entendre Fernand, qui a connu des campagnes surabondantes, on pencherait pour la seconde hypothèse. On faisait jamais un trait nul. Ben, tant soit peu, on trouvait toujours quelque chose. Maintenant, vous avez vu, on a viré une ou deux balles de pain d'épices ou 3 balles de pain d'épices, il y a 2 morues dedans et c'est tout. Avant, ça se voyait jamais, ça. Hein? On arrivait à sauver des voyages en 2 mois, 2 mois et demi, on chargeait le bateau. Maintenant, au bout de 3 mois, est rare, c'est très rare qu'il soit plein. On a cru que les eaux étaient inépuisables, donc de ce fait, on les considérait comme internationales. Et on s'est rendu compte que c'était une grosse erreur. Maintenant, beaucoup de mers sont vides. On a pris des mesures draconiennes pour éviter de détruire entièrement le stock de morue. Les professionnels actuels, évidemment, payent cher cette facture, je pense, mais il fallait en arriver là. Et
Le premier voyage cette année, j'ai quand même m'a donné un petit espoir pour l'avenir. Je pense que Terre-Neuve est en train de se repeupler, car on a quand même arrêté à Terre-Neuve de nombreuses pêches. Hein. Et ici, d'accord, on restera 3-4 mois à gratter les fonds comme vous voyez qu'on le fait. Je dis pas jour et nuit parce qu'il fait tout le temps jour, mais 24 heures sur 24. Cependant, la quantité accordée est quand même petite et je pense que la mer regagnera sur nous et que dans 10 ans, ça sera quand même mieux, du point de vue pêche, que c'est actuellement. Pour le Shamrock, allons refiler à l'est de la Motte. Allons refiler à l'est de la Motte. Et je viens d'arriver, je n'ai rien reçu. Routée 2h30 nul. Routée 2h30 nul. Avec l'arrivée du bateau assistance, ce sont les premières nouvelles, les premières lettres, depuis 3 semaines qu'ils sont partis. Moment attendu et privilégié, car finalement c'est à la terre, à la famille qu'ils pensent, c'est pour elle qu'ils sont partis et non pour la mer. La mer, personne à bord du Shamrock, sauf un homme, ne m'en a parlé. C'est comme si elle n'existait pas en tant que telle, comme si elle n'était qu'un élément du décor quotidien que l'on observe pour lire les changements de temps ou l'approche des côtes. L'amour de la mer, c'est une légende. Fernand en est convaincu. Non, parce que j'ai... Parle pas de la mer, on est... Comment j'expliquerais ça, moi? Je suis né, moi, comme beaucoup, comme le capitaine par exemple, puisque dans un métier de matelot. Je suis né dans une famille de marins. Toute ma famille était marin. Mon grand-père, mes oncles. Bon, moi, c'est pareil. Chez moi, c'était pareil. Ma mère travaillait au poisson. J'étais né sur le bord d'un quai. Je voyais la mer tous les jours. Parce que les gens qui vous disent « j'aime la mer », qui vous disent vraiment j'aime la mer et qui sont sincères, hein, ben moi, j'en connais pas. Et pourtant, vous venez de me dire que vous ne pouvez pas vous passer de la mer. Je ne me passe pas de la mer, mais dire que j'aime la mer, c'est autre chose. C'est un besoin. Mais j'aurais un gosse, j'en ai pas. Hein. J'aurais un gosse, j'aurais bien dit comme mon père, tu ne navigueras jamais à la pêche tant que je vivrai. Tant que mon père a vécu, j'ai jamais navigué, il n'a jamais voulu. Encore 3 mois à tenir, 3 mois à descendre et remonter le chalut, à filer un trait dans un sens, un trait dans l'autre, aller et venir obstinément, tailler, couper, vider, travailler, jusqu'à l'hébétement. Jean Rocher, leur capitaine, les appelle les laboureurs de la mer. Et c'est à eux que ce film est dédié. Si nous avons la chance de pêcher du poisson, le jour du départ arrivé, on voit ces matelots alignés sur les quais. Et les adieux, il faut les faire bien vite, car le capitaine va faire ce appel de suite. Et je les appelle par notre nom, en vous disant les gars, embarquez les garçons. En arrivant au bout des jetés, il y a le capitaine qui dit va falloir saluer. Et par 3 fois les couleurs sont à bord. Et par 3 fois le drapeau tricolore. C'est la chapelle que nous saluons. Enfin de revenir en bonne santé.